We are here to announce the indictment of Alexander Cote and Al-Shafi Al-Sheikh. Cote and Al-Sheikh were members of the notoriously brutal ISIS hostage-taking cell that became known as the Beatles. On a 1 heure par suspect? Plus, j'espère. Plus? Ouais. Mais pour l'instant, c'est ça. Ça ne vous dérange pas si je fume? Bon. Les 2 prisonniers, Alexander Cote et El-Shafi El-Sheikh, sont à côté. Ils sont masqués. On ne peut pas les filmer. Je me tais, ils arrivent. The defendants are charged with terrorism offenses related to hostage-taking and killing of 4 Americans, as well as citizens of Great Britain and Japan. Ça va? Vous voulez du thé? Vous en voulez? Je crois que c'est pour vous. Je l'ai apporté pour vous. D'accord. Ah, désolé. J'ai déjà bu dans cette tasse. Hi, Mom. I heard that you're going to the bank next week. Please collect all the money that you can get. It's just about money, so I can get released. Please help me. Je ne me souviens pas avoir connu ou avoir été impliqué dans un tel kidnapping. Jamais. Me voilà 11 ans après mon propre kidnapping, prêt à me plonger dans l'histoire d'un autre enlèvement. Je dois dire que je suis peut-être chamboulé, Jim. C'est vraiment trop bizarre. Bon, hier soir, je n'arrivais pas à dormir et j'ai lu ce livre. L'otage de Daesh. Votre livre. Et vous débarquez. Bienvenue en Syrie, comme dit mon fixeur. C'est incroyable. Enchantée. Oui. J'étais juste venue manger un sandwich après une longue journée. Et vous étiez là. Je vais vous présenter. Voici Pook. Comment ça se prononce? Damsgaard. Damsgaard. Vous avez écrit ce livre génial. Je l'ai toujours sur moi, mais je ne pensais pas vous croiser en Syrie. Enchanté. C'est très amusant. Enchantée. Allumez donc votre cigarette. Oui, je fume toujours. Ça m'intéresse de vous parler parce que je pense que dans ce livre, dans votre tête, dans vos documents, il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'aider la semaine prochaine, quand je serai face à eux. Quelque chose qui fera qu'ils accepteront de s'ouvrir. Oui. Une sorte de clé. Vous vous dites que s'ils ont l'impression que vous en savez plus que ce qu'ils pensaient, ils se diront qu'il vaut mieux tout me dire. Super, merci. C'est Alex ou Alexandra? En fait, c'est Alexis. Alexis? Parce que vous êtes moitié ghanéen, moitié grec chypriote. Oui. Alexis, c'est comme ça qu'on m'a toujours appelé. Mais sur mon certificat de naissance et sur mon passeport, c'est Alexandra.
Alexis pour les Grecs, Alexei pour les Anglais. D'accord, Comme ça, c'est plus simple. je vois, Alexis. Mon fils s'appelle Alexander Gabriel. Joli. On est d'accord. J'ai une question. Vous saviez qu'il y a quelques semaines, le Times annonçait que des membres français de l'État islamique Ouais. ont été condamnés à la pendaison au cours d'un procès bâclé à Bagdad. Non, ça, je ne le savais pas, non. Ah, je suis désolé. Je ne savais pas qu'il y avait eu des pendaisons. En Occident, ça n'a pas fait grand bruit. De mon point de vue de simple journaliste, je trouve ça assez parlant. Désolé de dire les choses comme ça. Mais, à mon avis, c'est ce qui attend les prisonniers comme vous. Donc, je suis peut-être un peu à contre-courant. Ce qui compte pour moi, Alex, c'est que vous fassiez un effort et que vous me disiez la vérité. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça que je suis ici. Je m'en doutais. Moi aussi. Bien sûr. Je connaissais James Foley. Je l'avais croisé à Londres lors d'un cours sur les environnements hostiles. Il allait partir en Afghanistan et moi en Libye. On était dans un joli petit hôtel dans la campagne autour de Londres, un cadre typiquement anglais. On regardait des images de reporters de guerre qui avaient été capturés dans des zones de conflit. Il y avait même des extraits sur lesquels j'apparaissais moi-même. Et à ce moment-là, j'entends un type dire avec un accent américain « Mec, tu passes à la télé ?» C'était James Foley. Ça a fait tilt entre nous, on s'est très bien entendu. Il est venu vivre chez moi à Londres avant de partir pour l'Afghanistan. J'étais à Maida Vale, un très joli quartier de l'ouest de Londres, à 5 minutes à pied de la maison de Mohamed Emwazi, Jihadi John, qui a fini par le décapiter. So any attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result in the bloodshed of your people. Quand j'ai appris que James Foley avait été décapité en 2014, quand j'ai vu les images, je me suis dit que je ne voulais parler de ça pour rien au monde. J'étais malade à rien que d'entendre leur accent londonien. Donc, pendant longtemps, j'ai ignoré cette histoire. Ça me rappelait trop de choses. C'était trop ignoble. Mais en 2018, quand 2 suspects, 2 membres présumés des Beatles, Kotay et Al-Sheikh, ont été capturés par les Kurdes, un journaliste anglais m'a dit que les autorités britanniques n'avaient pas suffisamment de preuves pour les inculper, en particulier Al-Sheikh. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a motivé. Didier François, un des otages, m'a dit « Laisse tomber, ils ne parleront jamais. Tu perds ton temps. » J'ai répondu « Qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Mon idée, c'était d'aller en Syrie et de parler avec les assassins de mon ami dans l'espoir qu'ils disent quelque chose, même un détail insignifiant. Quelque chose qui pourrait être retenu contre eux. J'y suis donc allé pour recueillir des preuves qui pourraient servir à les incriminer. Så står jeg ved grænseovergangen mellem Tyrkiet og Syrien ved Kilis. Der var jeg meget nervøs for, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Men nu er alle brikkerne faldet på plads. Let's go. On est arrivé et on est allé rencontrer des familles dans une boulangerie. Sur la route, on devait se présenter à la milice. C'est eux qui nous ont accordé l'autorisation de travailler ici. Donc on a fait un crochet pour passer les voir.
Mais quand on est arrivé au bureau, en ouvrant la porte, on est tombé sur un jeune garçon avec une kalachnikov. Puis on a frappé à la porte et là, il y avait un type. J'ai eu froid dans le dos parce qu'il portait un masque de ski. Puis, un quatrième homme entre et vient me parler. Il me demande de me mettre debout. Je m'exécute. Il ôte mes lunettes, les plie soigneusement et les pose sur la table. Je pensais les retrouver. Puis on me bande les yeux et on me menotte les mains dans le dos. Quelqu'un m'attrape par les bras et me conduit au sous-sol, où on me fait m'asseoir sur un matelas. Ce n'est que 10 jours plus tard que j'ai compris que ce n'était pas n'importe quelle milice rebelle. Ce qui m'arrivait était plus complexe. Les rebelles m'empêchaient de dormir. Puis ils m'ont tabassé. Ils m'ont fait des choses dont je n'avais jamais entendu parler de la part des autres journalistes. C'était de la violence à l'état pur. J'ai un sentiment de responsabilité envers moi-même, ma famille, mes enfants. Plus ça dure, plus ma mère va souffrir. Et mes enfants sont dans les camps. Mes 5 enfants. Vous avez 5 enfants? Oui. Je savais seulement que vous étiez marié. J'ai 2 femmes et 5 enfants dans les camps. Je dois dire que c'est un peu la pagaille. Ça, c'est le Facebook de votre maman. On peut le voir de plus près. Ils me disent que je n'ai pas le droit de prêter mon téléphone. Je peux avoir un mouchoir? On peut avoir un mouchoir? Merci, désolé. Merci. Ça va? Ça va. Vous voulez passer un message à votre maman? Vous avez pu lui parler? Non, j'ai pas eu cette chance. Je peux lui dire quelque chose de votre part. Dites-lui mon amour et ma reconnaissance les plus profonds. Le reste, je lui dirai quand je la reverrai. D'accord. J'espère. En début de soirée, mon téléphone a sonné et j'ai décroché. C'était une entreprise de sécurité américaine pour laquelle j'avais déjà effectué quelques missions. Apparemment, il y avait une nouvelle affaire concernant un citoyen américain porté disparu en Syrie. Un journaliste indépendant américain du nom de James Foley. Il était là-bas avec son collègue depuis 2 ou 3 semaines. Les 2 hommes ont été enlevés, ont disparu, le jour où ils devaient quitter le pays. Les responsables de ce kidnapping devaient avoir des ressources et un mobile. Ils les ont enlevés sans laisser de traces. J'ai interrogé suffisamment de personnes sans trouver la moindre piste pour affirmer que ces kidnappeurs ne voulaient pas être trouvés. C'était mauvais signe, parce que le plus souvent,
Ces kidnappings ont pour but d'échanger l'otage contre de l'argent ou des concessions. J'ai donc compris qu'il s'agissait d'autre chose. Au début du printemps 2013, je commence à remarquer une différence chez les individus qui opèrent sur le terrain. Et il s'est avéré que c'était l'État islamique qui était en train de manœuvrer en secret. On n'avait plus de nouvelles de Daniel. Sin non plus. On a décidé d'ignorer la situation en se disant qu'il avait probablement raté son vol, mais au fond, on savait que Daniel aurait tout fait pour nous prévenir. C'était mauvais signe. Je suis réveillé par l'appel à 1 ou 2 heures du matin. C'était Kjeld qui appelait pour son fils Daniel. Il avait laissé une enveloppe avant de partir en Syrie, contenant mon nom et des instructions. La lettre était adressée à ses parents, Kjeld et Suzanne. Elle disait « S'il m'arrive quelque chose, contactez Jens ». J'ai rencontré Federico et David, un Italien et un Britannique, qui avaient été enlevés 3 mois avant moi. J'ai compris qu'ils avaient été traités de manière très brutale. Ils m'ont parlé de leurs anciens geôliers, des jeunes Britanniques qu'ils appelaient à l'époque les Anglais. C'était leur surnom. Ils m'ont dit qu'ils étaient l'incarnation du mal, qu'ils les avaient affamés d'une manière presque absurde. Ils les avaient soumis à des électrocutions, même des simulations de noyade. Ils les avaient tabassés et forcés à se battre les uns contre les autres. J'ai fini par penser que je préférais encore ce que j'avais vécu par rapport à ce qu'ils avaient subi. Ensuite, on nous a déplacés. À ce moment-là, ça fait 1 mois qu'on est retenus. On est 8. Moi, 4 Français, un Italien, un Anglais et un Américain. On nous a conduits dans un lieu sécurisé, loin du front. Apparemment, dans un nouvel endroit que nous avons appelé le donjon. C'était dans le sous-sol d'une prison. Une pièce très sombre avec une grande porte métallique noire. Là, la pression est un peu retombée. On est environ une dizaine. Il y a un Russe et un Espagnol en plus. Ça se passe plutôt mieux. On a des toilettes et on commence à avoir une routine. Puis, tout à coup, on frappe lourdement à la porte. Un homme crie d'une voix très autoritaire, une voix très grave et posée, presque une voix de film. Les mains au mur. Et là, David et Federico ont hurlé à l'unisson « Tournez-vous les mains au mur, vite !» Clairement, ils étaient paniqués. Et je me suis souvenu des Anglais dont ils nous avaient parlé. Je me suis dit, merde. La porte s'ouvre. Et comme l'air de la pièce est un peu réchauffé à cause de notre chaleur corporelle, on sent un courant d'air froid quand ils ouvrent la porte. En entrant,
les Anglais nous crient dessus. Maintenant, préparez-vous à ce que les choses soient différentes. Lorsqu'ils ont été déplacés avec les autres prisonniers, quand ils ont entendu vos voix, celle d'Alexander et celle d'Emwazi, ils ont dit aux autres otages, « Oh merde, c'est pas vrai. On connaît ces types. C'est horrible. Ce sont des vrais brutes. » C'est comme ça qu'ils ont réagi en entendant votre voix. Et puis, il y a le témoignage des autres otages. Et franchement, je ne vois pas pourquoi ces gens exagéreraient ou pourquoi ils mentiraient. Ils ont parlé des 3 Anglais. En fait, il y a quelque chose qui me dérange dans vos excuses. Je ne veux pas vous braquer, mais je trouve ça un peu bizarre. Vous m'avez dit avoir porté un coup, ou c'est Alex qui a porté un coup, juste avant une photo. Mais c'est pas du tout ce qui ressort du témoignage des autres otages. Non, en fait, c'était des punitions. D'accord. Merci, je vois. Un jour, l'un des détenus, je ne sais plus qui, avait fait une erreur. Et Emwazi a dit qu'il fallait tous les punir. D'accord. On a puni tout le monde. Vous savez ce que c'est, le grand-père? Les jambes mortes? Je vois. C'était ça la règle. Ok. Que les jambes. Pas le visage. On se contente de faire mal pour leur apprendre la leçon. On frappe à la porte, je suis assis, les mains au mur, et je regarde sur le côté. Et là, je vois qu'il dépose un canapé au sol. Je vois aussi des types qui portent des tuniques. Puis la porte se referme. Je me suis d'abord dit que c'était des prisonniers syriens qui étaient enfermés jusque-là dans une autre cellule. On s'est tous levés et approchés d'eux. Et on a découvert qu'il s'agissait en fait d'un Allemand appelé Tony, d'un photographe britannique, John Cantley, et enfin d'un journaliste américain, James Foley. Ils avaient été kidnappés 6 mois avant moi, en novembre 2012. C'étaient les plus anciens prisonniers détenus par ce groupe. Ils avaient subi toutes les tortures et toutes les violences qu'on puisse imaginer. Et ils savaient tout sur ces Britanniques. À ma connaissance, James et John ont été capturés par Emwazi lui-même. D'accord. Et par des types qui l'accompagnaient. Ils ont dit aux autres otages qu'ils vous avaient aussi rencontré, vous et El Shafi. Jim et John Cantley n'ont pas croisé que Emwazi. Au début, ils ne nous ont pas rencontrés. Mais peu après. Oui. Une fois capturés, ils vous ont vu, vous et El Shafi. Oui, mais en fait... C'est juste? Je ne sais plus à quelle époque, mais oui. Ils vous ont croisé oui. avant d'être avec les autres prisonniers. Dans Quand cet vous êtes ordre. entré dans la cellule avec El Shafi, et quand ils ont entendu votre voix, ils se sont tournés vers Daniel et lui ont dit « On les a déjà rencontrés. C'était nos gardes. » Dans la région de Idlib. On ne pouvait pas parler d'eux. Si on disait les Britanniques, ils auraient compris qu'on parlait d'eux. Mais si on les appelait les Beatles et qu'on disait John, Ringo et George, peut-être qu'on pourrait parler discrètement. On voulait que tout le monde comprenne bien que tout ce qu'on disait pouvait être retenu contre nous et qu'il fallait faire très attention. Faire la paix avec soi-même, c'est aider les autres à tourner la page. Vous m'arrêtez si vous trouvez que je dis des conneries.
Je parle trop, désolé. C'est vous qui êtes interviewé. Pas de souci. Je ne sais plus par où commencer. J'ai besoin de fumer, mais je vais me retenir. Je ne sais pas trop par où vous voulez commencer, mais ça pourrait être les emails. À un moment donné, les Beatles entrent dans la cellule. Ils veulent qu'on leur écrive sur un bout de papier les coordonnées de toute personne qui voudrait nous voir sortir vivants. Peu après, on nous a jetés dans un camion et on nous a emmenés ailleurs. Ensuite, les 3 Beatles se sont installés dans la pièce à côté de la nôtre, comme si on était devenus très importants. C'était un gros projet pour eux, avec 19 otages à surveiller et encadrer. El Shafi et vous viviez au même endroit? Vous viviez ensemble? Non. On vivait dans la même zone, oui, mais pas dans la même maison. On était tous mariés. D'accord. Donc on vivait chacun chez soi. Donc vous êtes mariés? Oui. Je savais pas. J'ai une femme et 3 enfants. Ils ont quel âge? Pardon? Vos enfants? La plus âgée a 5 ans et demi. Ok. Mariam. Et les 2 autres? La deuxième a 3 ans et demi. Elle s'appelle Sajida. Et la troisième est née quand j'étais en prison. Je ne connais pas son nom. Je ne l'ai jamais vu. Ce message a pour but de vous informer que le citoyen danois Daniel Ra Jottosson est notre prisonnier. C'est en majuscule. Un simple paiement en espèces garantira sa libération. Pour confirmer que nous détenons bel et bien Daniel, soumettez-nous 3 questions de la famille, des questions personnelles auxquelles seul Daniel pourrait répondre correctement. Ne traînez pas, afin de ne pas mettre en danger la sécurité de Daniel. C'était la première communication reçue depuis de nombreux mois. La personne qui envoie ces emails aux familles semble être une seule et même personne. On dirait que l'auteur est le même. Je ne suis pas un expert en écriture, mais ça se voit. Vous m'avez dit que votre rôle était de gérer leurs emails. Oui. Ce très court message est très intéressant. Il montre bien que ces gens avaient établi un plan et avaient une idée très claire de ce qu'ils comptaient faire. Et puis c'est la première fois de ma carrière que j'avais affaire à des kidnappeurs qui étaient capables de m'expliquer comment gérer la question de la preuve de vie. Qui vous a donné cet email? C'est Emoisi. Mais je ne sais pas s'il l'a écrit lui-même. Je ne lui ai jamais demandé qui était l'auteur de tous ces emails. Je ne lui parlais pas de tout ça. Ça peut sembler étrange, mais ce n'était pas une information dont j'avais besoin. Un jour, ils font irruption et commencent à battre l'un des prisonniers. L'un d'eux s'approche de moi et me demande « À quelle occasion tu as fait un discours avant de partir en Syrie ?» La réponse est lors d'une réunion familiale pour le 75e anniversaire de son grand-père Harib. À la question « Où a-t-il rencontré Signe ?», la réponse est « Il a rencontré Signe, sa petite amie, à l'école de jeunes de Westerlund. » Et enfin, avec qui Daniel est-il allé au Népal? Il est allé au Népal avec Ebe, son meilleur ami. J'ai répondu et il est parti. Et l'autre a arrêté de tabasser mon pote. Ce type s'était fait massacrer alors qu'on me posait des questions qui, à mes yeux, représentaient la liberté, la vie, qui évoquait tous mes rêves et mes aspirations les plus intimes.
Et pendant ce temps, mon ami se faisait défoncer le visage. D'une certaine manière, ils se sont servis de mon espoir de liberté comme d'un instrument de torture et de manipulation. Vous savez désormais que votre fils est bien notre prisonnier. Nous demandons pour le libérer la somme de 2 millions d'euros tout de suite. Vous avez été contacté il y a un certain temps, mais vous avez répondu très tardivement. Nous espérons pour lui que vous vous souciez de son sort, car le temps joue désormais contre lui. Plus vous tardez, moins vous avez de chances de revoir Daniel en vie. Évidemment, l'aspect positif, c'est qu'on avait la preuve que Daniel avait répondu plus ou moins aux questions posées par sa mère. Ce qui était en revanche un véritable coup de massue pour tout le monde, c'était les 2 millions d'euros. 15 millions de couronnes danoises. C'est une somme colossale pour ces gens. Il s'agissait d'une famille de la classe moyenne, pas d'une entreprise. Donc je me suis dit, à partir de maintenant, le mieux que nous puissions espérer, c'est de réunir suffisamment d'argent pour faire une contre-proposition acceptable, ce qui permettra de poursuivre les négociations en espérant arriver à un chiffre plus bas. Ça nous a réconfortés de savoir que Daniel avait une valeur monétaire pour eux. On ne tue pas une personne qui vaut autant d'argent. Tout le monde nous répétait ça sans cesse. Ils ne le traiteront peut-être pas bien et ne le nourriront pas tous les jours, mais au moins ils ne le tueront pas. J'ai trouvé des sites web syriens où j'ai pu lire des articles sur la situation locale. Je voulais comprendre un peu ce qui se passait dans cette région. Et nous avons regardé des vidéos qui n'étaient pas vraiment encourageantes. Non. Qu'avez-vous vu? Des gens exécutés par des milices qui passaient le long des routes. Ils se faisaient sortir de leur voiture pour être abattus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La maigre somme que vous avez réunie ne nous convient pas. Elle n'aidera en rien votre fils. Nous vous conseillons d'explorer toutes les possibilités pour trouver la somme demandée. Faites pression sur votre gouvernement pour qu'il complète votre offre. Lancez aussi un appel aux grandes fortunes de votre pays qui se préoccupent du bien-être de leurs concitoyens. De plus, votre fils a passé de nombreuses années au sein de la société athlétique de votre pays. Nous sommes convaincus que celle-ci peut vous aider. Pensez également aux millions dépensés par la presse de votre pays qui publie des insultes à l'encontre de notre messager et prophète bien-aimé Mahomet. Que la paix et les bénédictions d'Allah l'accompagnent. Ne nous faites plus perdre notre temps avec des emails de jérémiades. Et puis, il y a tout un chapitre sur la négociation. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres otages, mais pour Daniel, toutes les négociations se sont faites par email sur l'adresse de la mère de Daniel. D'accord. Je leur ai parlé de ces emails. Et les deux, Kotei et El-Shafi, ont admis qu'ils étaient allés voir les otages, qu'ils avaient obtenu leurs adresses email, qu'ils les avaient transmises. Oui, c'est ce qui s'est passé. À Emwazi. Mais ensuite, plus rien. Kotei a botté en touche. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans les emails, ni qui les écrivait. Kotei ou le département informatique. Les deux ont fait très attention à ce qu'ils disaient. Je ne comprends pas pourquoi ils ont si peur de ces emails. Je n'ai jamais nié qu'ils aient été frappés. J'ai reconnu que, parfois, ils avaient été frappés. Ou alors battus. Par exemple, pour une photo de Daniel Rai. C'est une photo que nous avons envoyée avec un message. Le texte devait être accompagné d'une image de lui. Et vous avez pris une photo? Oui. Et à cette occasion, il a été frappé à la poitrine. Ok. Comme ça, il avait des marques rouges. Et on voyait clairement qu'il était en danger.
qu'il était menacé. C'était ça l'idée. Et on a envoyé cette photo avec le message. Avec l'email. Oui, c'est ça. Parfois, vous tourniez aussi des vidéos. Non, pas de vidéo. Dans mon souvenir, on n'a jamais rien filmé. Ah non, parce qu'on m'a dit que vous étiez là quand Daniel Rai a été emmené pour assister à une exécution. C'est quoi le rapport avec les films? Vous voyez de quelle exécution je parle? Daniel a été emmené par 2 Anglais pour assister à l'exécution d'un homme. Il y a bien eu 4 prisonniers qui ont été emmenés pour assister à une exécution. D'ailleurs, c'était pas vraiment une exécution. En fait, c'était plutôt quelqu'un qui était... un membre de l'État islamique qui avait été dénoncé par son frère. Pour espionnage? Pour avoir donné des informations au régime. Je pense qu'on était 11 prisonniers à ce moment-là. 5 d'entre nous ont été emmenés. Les Américains et les Britanniques sont restés dans la cellule. Mais avant de nous faire sortir, ils nous ont fait écrire une petite pancarte. On m'a fait inscrire sur une feuille A4 avec un marqueur 2 millions où je finirais comme ce type. Il y avait un autre prisonnier dans notre cellule. Un nouveau qui n'était là que depuis 4 heures. Il ne voulait pas parler, il restait assis dans un coin en priant. Je conduisais la voiture, on les a fait monter à bord, on a roulé. Et on les a déposés. Puis on est revenu à la prison et je me suis demandé, c'est qui ce nouveau? On m'a dit que c'était un espion ou quelque chose comme ça. Et on l'a emmené. Il m'a demandé de déplacer la voiture pour qu'elle ne soit pas dans le champ de la caméra. J'ai bougé la voiture et on a tourné. On nous amène à une sorte de tombe. C'est un trou creusé à la pelleteuse. On est là, épaule contre épaule, tous les 5. Et ils portent cet homme qu'ils disent être un espion jusqu'au bord de cette tombe. Ils lui bandent les yeux et lui attachent les mains dans le dos. Ils sont tous assis en demi-cercle. Et ils tiennent des panneaux. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il y avait sur ces panneaux, mais c'était un message. Le but de cette vidéo était d'envoyer un message. Ils s'alignent. L'un des Beatles est armé. Un autre tient une caméra. C'est le 3e Beatles qui orchestre toute la cérémonie. C'est un peu le metteur en scène. L'un d'eux me crie de bien tenir la feuille de papier pour qu'elle ne s'envole pas. Puis, Emoisi tire sur l'autre prisonnier et... Il tombe dans la fosse. Les autres continuent à lui tirer dessus. Ils ont vidé leur chargeur. Je me souviens m'être dit, en le regardant se faire tirer dessus, « Ok, c'est rapide. Une balle dans la tête et il n'y a plus personne. » Je me suis dit que c'était une exécution plutôt clémente. Puis ils nous ont fait descendre dans la fosse en tenant nos feuilles de papier avec les différents messages. Par exemple, les gars de Médecins sans frontières avaient un panneau « Encore 2 millions ». Les Allemands, 1 million. Les Italiens, 5 millions. Et puis ils ont pris des photos de nous. C'était il y a longtemps. Il y en avait un qui tirait et un qui prenait les photos. Je vois. J'essaie pas de vous piéger. Je ne me souviens plus de qui a tiré. Je sais qu'Emoisi a tiré, mais je ne sais plus qui a tiré en premier. Alors qui? Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre vous? C'est pas moi, en tout cas. Je ne sais pas qui. Emoisi tenait la caméra.
Alors, Alex, peut-être Alex. ça le dérangeait pas que vous le voyiez tuer quelqu'un? C'était pas destiné à être publié par le canal de l'État islamique. Ils ne l'ont pas publié? Officiellement, non. C'est quand même sorti. Mais pas officiellement. Pourquoi on l'a vu alors? C'était pas une vidéo officielle. Ok, je vois, mais il vous faisait assez confiance pour tuer quelqu'un sous vos yeux. Mais ce n'est pas le sujet, la confiance qu'il avait en moi. Je veux comprendre pourquoi il vous faisait confiance. Le sujet, c'est la présence d'un Américain. D'un Américain Oui. ou d'un Anglais dans une vidéo officielle de l'État islamique. Ce genre de choses demande beaucoup de discrétion. Ouais, c'est sûr, quand on exécute sommairement des prisonniers. Pas quand c'est un Syrien. Ok. D'après ce qu'on m'a dit, vous preniez les photos quand Non. El-Shafi tirait sur le prisonnier. Non, pas du tout. Alors racontez-moi. C'est Emoisi qui a tiré sur le prisonnier. D'accord. Et celui qui filmait, ce n'était ni moi ni El-Shafi. La personne qui a enregistré la scène a dit à Emoisi quand il devait tirer sur l'homme? Oui. Qui a tourné ce petit film? Dirigé ou enregistré? Enregistré. Enregistré. C'était un membre du bureau des médias qu'Emoisi faisait venir parfois pour ce genre d'occasion. Il l'a amené à 2 ou 3 reprises sur le site pour filmer ou pour garder une trace. Vous y étiez? Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Vous trouverez ci-dessous un lien vers un fichier compressé appelé 0000.rar. Il contient des photos et des vidéos d'un être cher. Vous devez télécharger le fichier et le décompresser à l'aide d'un programme d'archivage. Nous vous recommandons d'utiliser WinRAR. Le mot de passe est indiqué ci-dessous. Ensuite, il y a un long mot de passe qui se termine par 911. C'est une vraie vidéo? Oui, C'est le prisonnier syrien. oui. Ok. Nous sommes certains qu'après avoir vu ces images et ces photos, vous apprécierez mieux la gravité de la situation. Ne perdez plus votre temps et trouvez-nous cet argent avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, ils nous ont fait remonter dans la voiture et nous ont à nouveau bandé les yeux. La fenêtre sur ma droite est ouverte et l'un des Beatles s'approche et chuchote par l'ouverture. C'est toi le prochain. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai tout compris d'un coup. Ils ont déjà reçu beaucoup d'argent et des otages ont été libérés. Pour chacun d'entre eux, la totalité de la somme a été payée. Personne n'a obtenu de réduction. Personne n'a réussi à négocier. De tous les otages, Daniel était probablement celui qui était le plus en danger. D'une part, il était danois. Il y avait eu les caricatures de Mahomet au Danemark. Donc, s'ils voulaient faire un sacrifice symbolique pour leur vidéo de propagande, afin d'obtenir la somme totale pour les autres otages, Daniel était un choix évident. De plus, nous avions très clairement expliqué que c'est sa famille qui négociait et que la somme était impossible à réunir. Les Beatles sont frappés à la porte et sont entrés. Mais cette fois, ils ne nous ont pas frappés ou tabassés comme d'habitude. Ils ont dit « Est-ce que quelqu'un s'est coupé les cheveux ?»
J'ai dit, moi, je sais le faire. Ma mère est coiffeuse, donc j'ai souvent fait des coupes de cheveux à mes amis. Et j'ai dû couper la barbe et les cheveux des 3 Américains et des 3 Britanniques. James, John et Stephen. Et Peter, Alan et David. Ils les ont emmenés dans la pièce d'à côté. On a essayé d'écouter, mais on n'a rien entendu. Puis ils sont revenus. On était impatients de savoir ce qui s'était passé. Ils ont tourné une vidéo pour prouver que vous étiez en vie. C'était quoi? John a répondu, « Je pense plutôt qu'on a signé notre arrêt de mort. On vient d'enregistrer un message pour les citoyens des États-Unis et du Royaume-Uni disant « Quand on aura été exécuté, vous devrez diriger votre colère non pas contre l'État islamique, mais contre vos gouvernements barbares qui sèment la mort chez nous. » Ils nous gardaient pour nous laisser pourrir sur place. Donc, il y a 3 hommes dont nous parlons, les Beatles. L'un d'eux, Emwazi, Jihadi John, est mort. Kotei et El Shafi m'ont affirmé qu'ils étaient les seuls à avoir exécuté ce prisonnier et à l'avoir filmé. El Shafi me l'a assuré. Et c'est ce que dit votre livre. Est-ce que ce sont les 3 mêmes hommes qui étaient également présents pour filmer, mettre en scène et exécuter James Foley et les otages? C'est ça la question. Ah ouais. L'un des otages dont j'étais proche était un journaliste français nommé Pierre. Peu avant sa libération, je lui ai demandé de contacter ma famille et de leur dire qu'ils pouvaient m'envoyer des questions contenant des messages cachés. Le code était simple. Les questions contenaient les mots rouge, jaune ou vert. Rouge voulait dire qu'il n'y avait pas de négociation en cours, ce qui signifiait que si une évasion était organisée, je devais saisir ma chance. Le jaune signifiait que ma famille était en train de négocier, donc je reste calme, tout va bien se passer. Et le vert signifiait que la somme de la rançon avait été payée et que j'allais pouvoir rentrer chez moi. Quelqu'un voulait acheter notre camion, donc on y était presque. L'acheteur nous a dit « Je reviens dans 2 heures ». Pendant ce temps, il a demandé à certaines de ses connaissances de nous prêter le reste de la somme. Je lui ai dit « Je ne sais pas quand nous pourrons rembourser tous ces gens ». Il m'a répondu « On va d'abord ramener Daniel à la maison, et le reste plus tard. On verra plus tard ». Aux personnes qui détiennent Daniel Ray Ottoson, Suzanne et moi avons le plaisir de vous informer que l'argent est arrivé en Turquie. Nous attendons vos instructions concernant l'heure et le lieu du rendez-vous. De notre côté, nous aimerions être sûrs que Daniel va bien et nous vous demandons donc de nous envoyer une nouvelle preuve de vie. Une photo, une vidéo ou un enregistrement audio comme nous en avons déjà reçu. Si c'est impossible, demandez à Daniel qui a acheté son ancienne voiture et envoyez-nous un courriel. Il écrivait lui-même les emails? Non, il me donnait un papier. Il me disait « Voilà les questions ». Et moi, je les tapais à l'ordinateur. Il s'agissait de preuves de vie. Des questions telles que pouvait en poser la mère de James? Oui, des questions personnelles. Certaines pour prouver qu'il était en vie, et d'autres, je ne sais pas. Un peu plus d'1 semaine après, ils sont venus me chercher. Un des gardes a frappé à la porte. Comme d'habitude, main au mur. Un des gars vient se mettre juste derrière moi et me dit « Qui a acheté ta vieille voiture ?» Il avait une voix bizarre. Je me suis dit « Quelle vieille voiture ?» En fait, il parlait de la vieille voiture verte que j'avais vendue à mes parents. Là, j'ai eu la boule au ventre. Merde. C'est bon.
Pierre a fait ce qu'il avait dit. Il a réussi. Ils ont répondu très rapidement, quelques heures plus tard. Nous sommes heureux d'apprendre que vous avez réuni la somme en liquide. Avant que nous vous envoyions une preuve de vie, veuillez confirmer que vous avez bien 2 millions d'euros en espèces tels que nous l'avons spécifié. Des billets de 500 euros, non déchirés, non endommagés, ni mal imprimés. En outre, veuillez confirmer que vous paierez l'amende supplémentaire de 5 000 euros par jour prononcée par les tribunaux islamiques le 4 juin. Après 8 jours, celle-ci porte le montant total à 40 000 euros. Cette somme est à nous remettre conformément aux mêmes spécifications que celles mentionnées ci-dessus. Une fois que nous aurons votre confirmation, vous recevrez la réponse demandée et la suite des instructions. Le message concernant ma voiture verte est intervenu à un moment particulièrement intense sur le plan émotionnel. Ceux qui restaient, dont je faisais partie, venaient de voir tous leurs amis rentrer auprès de leur famille. Et on savait que certains d'entre nous ne rentreraient pas chez eux. Donc, j'en étais venu à me demander dans quelle équipe j'étais. Quand ils ont libéré l'Italien, on n'était plus que 8. Moi, Tony, les 3 Américains et les 3 Anglais. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à nous maltraiter. C'était comme si ceux d'entre nous qui avaient été maltraités dès le départ, James, John, Federico, David et moi, on revivait le même cauchemar qu'au début de notre captivité. Par exemple, il y avait 4 sorties par jour pour aller aux toilettes. Celui qui se servait des toilettes était battu à coups de matraque. Et pendant ce temps-là, les autres étaient mis en position de soumission et devaient attendre. Et puis, on ne nous donnait pratiquement rien à manger. On était seuls dans cette pièce vide, avec notre peur et notre souffrance. Et comme je sentais que ma libération s'approchait, j'avais l'impression d'avoir plus à perdre. La délivrance semblait si proche. J'étais un peu comme un enfant avant Noël. Plus le moment se rapproche, plus le temps semble s'étirer. Et la veille de Noël, la tension est presque insoutenable. Est-ce que vous reconnaissez que vous n'avez pas traité ces otages avec beaucoup d'humanité et de compassion? Oui, c'est possible. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'ils étaient les mêmes que ceux qui vous agressent? L'Amérique, Blair, Bush, Guantanamo? Ce ne sont plus des êtres humains, mais des symboles de l'injustice de l'Occident? C'est ça qui vous a poussé? C'est la même chose quand 13 djihadistes qui sont des citoyens français sont condamnés à mort en 10 minutes et que personne ne s'en soucie. C'est de la vengeance. Je ne veux pas qu'on croie que je me cherche des excuses, mais j'ai eu une jeunesse difficile. J'ai connu des confrontations très violentes au cours de ma vie. Je sais comment faire mal à quelqu'un. Je vois. Et je sais comment supporter la douleur. Bien sûr, je ne veux pas minimiser la souffrance des otages. Ils ont souffert, ça c'est clair. Et moi et les autres, nous avons commis des actes dégradants envers eux. Mais si j'avais voulu leur faire vraiment mal, j'aurais pu les détruire. On ne l'a pas fait, parce que ce n'était pas notre but. On savait qu'il n'y aurait qu'une seule chance. Si ça tournait mal, on ne pourrait plus jamais faire libérer Daniel. Dans les autres affaires auxquelles je participe, la rançon est souvent couverte par une assurance en cas de perte. Si un problème survient avant ou pendant la remise de la rançon, l'assurance nous rembourse. Mais pas ici. C'était simplement de l'argent dans le sac. S'il disparaissait,
Daniel aussi. À l'entrée de ce village, il y aura un panneau indiquant « Osgeldin ». Il se peut qu'il soit usé et illisible. Ils avaient raison. Néanmoins, ce panneau est votre lieu de rendez-vous où vous nous remettrez l'argent. L'heure de la transaction se situera entre 20h30 et 22h30. J'étais là à 20h précises et il faisait nuit. C'est un endroit à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Une sorte de no man's land où tout le monde circule. Des djihadistes aux gardes frontières turcs, en passant par les réfugiés et les passeurs. J'étais dans une voiture garée. C'était une route un peu surélevée, avec des fossés de chaque côté. Je me souviens m'être dit que c'était l'endroit idéal pour un piège. J'étais sûr qu'il m'observait. J'ai allumé ma pipe dans l'obscurité. Je me suis dit, ils doivent bien voir qu'il n'y a personne d'autre dans la voiture. Je fumais tranquillement en pensant « Personne n'ose faire chier un type qui fume la pipe ». Là, je vois qu'une moto est à l'approche. Et elle accélère. Elle vient de la frontière et elle passe à côté de moi en trombe, phares éteints. Elle va vers le nord. Juste après, j'entends la même moto, mais elle ralentit. Elle revient du nord, et puis elle s'enfonce dans le village frontalier, qui n'est composé que de quelques maisons. Je sais que la moto a ralenti. 5 minutes se passent. Puis elle s'approche de moi, mais beaucoup plus doucement. Elle s'arrête enfin. 5 mètres derrière ma voiture. Il y a 2 hommes sur la moto. Le passager descend rapidement, mais pas le pilote. Ils portent tous deux des masques et sont vêtus de noir. Le pilote a une arme accrochée dans le dos et l'autre une sorte d'arme de poing à la main. Il porte la tenue noire classique des insurgés et un gilet. Le passager s'avance vers moi et nous échangeons nos mots de passe. Il me dit « Vodafone Turkcell ». Puis je retourne doucement à la voiture. Je me penche sur la banquette arrière pour attraper le sac avec l'argent. Je le tiens à bout de bras et je m'approche de lui pour le lui donner. Il l'attrape et je le vois soupeser le sac. Ensuite, je lui demande « Marché conclu ?» On se serre la main. Il ne répond pas à ma question. Mais je sens qu'il est d'accord. Sa poignée de main est vigoureuse. Puis il se retourne, remonte sur la moto, fait demi-tour et repart de l'autre côté de la frontière, à pleine vitesse. Je suis là et je sens mon cœur battre à toute vitesse. Mais je parviens à me ressaisir. Je pleurais beaucoup durant cette période, d'épuisement et de peur. L'une des choses qui m'a aidé a été de prendre le temps d'apprendre par cœur une lettre de James Foley. Je lui avais promis de la faire passer à ses parents. C'était une lettre d'adieu. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Oui, c'est clair. Comment avez-vous dit au revoir aux autres? Je n'ai pas eu le temps. Ils sont venus nous chercher avant. Mais d'une certaine manière, nous leur avions déjà dit au revoir. Parce qu'on savait que ce jour pourrait arriver bientôt.
Ils sont venus me chercher le 17 juin. Tony et moi devions être libérés ensemble. On avait des couvertures sur la tête. J'avais la tête entre les genoux. Comme ça. L'idée, c'était qu'on ne voit pas qu'il y avait quelqu'un dans la voiture. À un moment donné, l'un d'eux nous a demandé « Vous pouvez nous expliquer qui sont les Beatles ?» Et là, je me suis dit « Merde, fais chier. » Parce que j'étais sûr qu'il savait tout, mais en même temps, je me suis dit « Et s'ils ne savent rien ?» Tout ce que je vais dire pourrait être utilisé contre les autres prisonniers. Bref, au final, j'ai fini par dire « On ne savait pas qui vous étiez, donc on a été obligé de vous donner des noms. » C'est comme ça qu'on vous identifiait pour parler entre nous. C'est tout. J'ai lu dans votre livre le contenu des lettres, des emails et des vidéos qui ont été envoyés au maire. Si ma mère avait reçu ça, le pire en captivité, ce sont les familles qui souffrent. Oui. C'était ma plus grande peur. Parce qu'on arrive toujours à se faire à l'idée qu'on va mourir. J'avais vu une fausse exécution, mais ma vraie peur... D'ailleurs, vous pouvez traduire le titre original danois de votre livre? Qu'est-ce que c'est? Le titre original est « Est-ce que tu vois la lune, Daniel ?» Pourquoi? Sa mère m'a dit qu'elle avait l'habitude de regarder la lune et de se poser cette question. Elle espérait qu'il voyait la lune comme elle, et comme ça, elle se sentait plus proche de lui. Ouais, Même si elle ne savait pas où il était. je vois. Une nuit, au bout de 3 mois environ, les talibans ont dû se dire qu'on allait devenir dingue, et ils nous ont laissé prendre l'air. On est sortis dehors, c'était le soir, et j'étais assis à regarder ces magnifiques montagnes, à regarder les étoiles et la lune. Je me suis dit, c'est tellement beau. Il y a quelque chose de très ironique quand on est otage, et je sais que Daniel et James ont ressenti la même chose. J'ai lu les lettres que James a écrites à sa mère et que Daniel a mémorisées. Quand j'étais coupé du reste du monde, plongé dans l'obscurité, retenu en captivité, je me suis jamais senti aussi connecté à mes proches. Je pouvais tout ressentir. On n'aime jamais autant la vie que lorsqu'on est sur le point de mourir. Et donc, je regarde les étoiles, en pensant à ma mère avec qui je m'installais devant la maison pour regarder les étoiles et la lune. Et je suis en phase avec elle. Et d'un seul coup, je suis submergé par la culpabilité. Parce que je me dis que, peut-être, en regardant les étoiles, ma mère imagine que je suis en train de me faire torturer. Alors j'ai dit aux talibans, « Désolé, c'était très sympa, mais je préférerais retourner dans ma cellule sans lumière, par culpabilité. » Et là, il y a quand même une différence entre les talibans et les Anglais de l'État islamique. Parce qu'ils m'ont dit « Désolé, on pensait que vous seriez content. » Ils ne m'ont jamais frappé. Ils m'ont interrogé et ils m'auraient tué si nécessaire, bien sûr. Mais ils avaient certaines règles. Ces Anglais que j'ai rencontrés hier m'inspirent la même répulsion que j'ai éprouvée lorsque j'ai appris la mort de James. Ils ont envoyé à la mère de Daniel des images d'un homme qui se fait tirer dessus à bout portant. Vous êtes à la frontière. Il n'y a personne. À la télévision, il y a la Coupe du Monde. On vous prête un téléphone et vous appelez votre mère. Mon téléphone a sonné et c'était un numéro très long. J'ai décroché et j'ai dit sèchement « Suzanne à l'appareil ». Je ne voulais pas qu'il pense qu'il pouvait me faire craquer. Mais j'ai entendu « Maman, c'est Daniel, je suis libre !» Mon téléphone a sonné, c'était Suzanne. Disons que je n'avais jamais entendu une personne aussi heureuse au téléphone de toute ma vie.
Elle m'a dit que Daniel avait appelé et qu'il était à la frontière. Je vais jusqu'au poste frontière et j'entre dans le bâtiment des gardes. Il y a quelques soldats turcs et 2 hommes assis sur un canapé qui regardent le football. L'un d'eux mangeait un kebab. Je l'ai reconnu d'après les photos. C'était Tony, un autre otage. Et il y avait Daniel. Il m'a regardé et je lui ai dit « Te voilà, espèce d'idiot ». Il m'a répondu « Jens ». C'était très émouvant. C'était un moment très intense. On s'est pris dans les bras et on est allé jusqu'à ma voiture. J'avais un médecin avec moi pour l'examiner et vérifier qu'il allait bien. Il avait l'air en forme. Il était couvert d'ecchymose parce qu'il avait eu droit à un passage à tabac en guise de cadeau de départ pour qu'il se souvienne bien d'eux. Il avait mal à cause des nombreux coups reçus, mais d'un point de vue général, il était en bonne santé. Jens m'a dit « Daniel, tu dois appeler Diane ». Quand j'ai récité la lettre, c'était comme un monologue. C'était la première et la dernière fois que je la prononçais à voix haute, en dehors de Syrie. Parce que... c'est dingue, une lettre d'adieu. C'est sidérant de dire « Je vais mourir ». Ce n'est pas un suicide. Ce n'est pas moi qui ai choisi de mourir. D'autres personnes ont choisi pour moi. Pour moi, il y avait 2 raisons de faire ça. D'un côté, ça me donnait le sentiment de pouvoir faire quelque chose dans cet enfer. Et d'un autre côté, c'était une manière pour lui de dire à Diane que son fils ne croyait plus en sa libération, mais qu'il avait entrevu une autre porte de sortie. Bon, on sait que vous étiez là, que vous les avez sortis de leur cellule pour les emmener à leur exécution. Non. Non. La dernière fois que j'ai vu les prisonniers, ils étaient vivants. Tous les Américains et tous les Anglais. On les a simplement transférés d'un lieu à l'autre. Et peu après, Emwazi m'a demandé de les emmener ailleurs et m'a dit que je ne les reverrai plus. On les a mis dans le camion. On est allé dans un quartier de Raqqa pour déposer Emwazi à la voiture qu'il avait garée. Il m'a dit de descendre et d'attendre. Quelqu'un a pris le volant du camion et l'a suivi en voiture. Emwazi est revenu dans un autre véhicule et m'a emmené. C'était après le raid. Il est parti avec les prisonniers et il est revenu, mais vous n'étiez pas avec lui. Non, il est revenu dans un autre véhicule. Il est revenu pour m'emmener. Et c'est la dernière fois que j'ai vu les otages. Il n'y avait plus que les Américains et les Anglais. Seulement eux. Les autres avaient été libérés. D'accord. Le 19 août, je reçois un appel des États-Unis. Une vidéo a été publiée. Elle montre l'exécution de James. On me l'a envoyée. Je l'ai regardée. Elle était montée
assez bizarrement. Le montage s'arrangeait pour qu'on ne voit pas la gorge tranchée. L'image s'arrête juste avant et reprend quand la tête n'est plus attachée au corps. James est le premier otage que vous avez perdu? Ouais. C'est ça. J'essaye en quelque sorte de digérer ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Je ne suis pas très doué pour avoir une approche ultra méthodique, comme dans une partie d'échecs, où j'essaierai de trouver la moindre brèche pour piéger l'accusé. Mais j'essaye. Je sais que je dois le faire, donc j'essaye. Parce que s'il parle et admet quelque chose, je suis en train de monter un dossier, ou en tout cas, j'essaie d'aider la justice à monter un dossier. Je ne sais pas pourquoi je suis inquiet. Vous m'avez dit que vous aviez déjà avoué vos crimes. Moi, je ne suis pas un flic. Je ne suis même pas vraiment un grand journaliste. Mais au cours de notre entretien, vous avez avoué certaines choses. Vous m'avez dit que vous aviez la confiance de votre ami Emoisy, que vous faisiez partie du groupe des kidnappeurs, n'est-ce pas? Que vous aviez certaines tâches, que vous gériez les emails, et que vous étiez présent quand le prisonnier syrien a été exécuté. Vous étiez présent? Oui. El Shafi était présent. Dites-moi si je me trompe. Vous ne filmiez pas, c'était un autre djihadiste. Quelqu'un d'autre filmait. D'accord. Daniel Rai m'a dit qu'il se fichait qu'il y ait un procès. Ce qu'il voudrait, c'est comprendre ce qui se passait dans votre tête. Il voudrait que vous réalisiez la souffrance que vous avez fait endurer aux otages. Au fond, qu'est-ce que vous avez avoué? La seule chose que vous avez reconnue, c'est la gestion des emails en tant qu'homme de confiance d'Emoisy, votre ami. C'est Emoisy qui dirigeait cette cellule de kidnapping, à la demande de l'État islamique. C'est vous qui l'avez dit. Non, c'est vous. Ce sont les termes que vous employez, vous. D'accord, d'accord. Cellule de kidnapping, cellule de rançon, cellule d'exécution. C'est vrai, ce sont des termes péjoratifs. Ce sont les mots que vous employez en permanence. Alors choisissez un meilleur terme. Moi, ça me va. C'était ce que c'était. Dites-moi. L'État islamique était un État autoproclamé. Oui. Qui n'avait pas été reconnu au niveau mondial, mais qui avait des institutions. Oui. Et qui avait des départements. Oui. Parmi lesquels le département de sécurité, qui avait pour but, entre autres, d'assurer la sécurité de l'État, ainsi que celle des prisonniers. D'accord. Et quel était votre rôle dans tout ça? La meilleure manière de résumer mon rôle, et d'ailleurs je l'ai déjà fait plusieurs fois, ce serait d'employer le terme d'agent de liaison. Agent de liaison? Oui, c'est ça. Expliquez-moi ce terme. C'est assez compliqué. Emoisy tire sur un type en pleine tête et vous filmez la scène. C'est ça, un agent de liaison? C'est vous qui m'accusez d'avoir filmé. Vous étiez présent. Mais je n'ai rien reconnu du tout. Je m'excuse. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. D'accord, d'accord. Mais vous étiez présent lors de l'exécution. Oui, et ça faisait partie du processus de négociation. Je suis sûr que vous le savez parce que vous avez parlé aux prisonniers. Ils brandissaient des pancartes pour les négociations avec l'ennemi. Et ensuite, les images étaient envoyées
au service de communication, afin d'être envoyé par la suite à d'autres gens. Soyons clairs, on parle de la mère de Daniel Rai au Danemark? C'est ça. Vous n'êtes plus agent de liaison, là. Vous négociez avec la mère de Daniel. Je ne cherche pas à vous piéger, mais j'aimerais que... Si ça vous dit de voir les choses comme ça vous regarde. Mais on parle de votre ami qui tue un prisonnier devant une caméra. Devant une caméra. Vous dites que ce sont des négociations. Je vais aller dans votre sens. J'ai vu les photos et les vidéos envoyées. Quelqu'un de l'État islamique les a envoyées. Peut-être pas vous, qui n'êtes qu'un agent de liaison qui participe à l'exécution. Cette vidéo, la maman l'a reçue et l'a regardée. Avec votre ami qui tue quelqu'un. Et son fils étendu dans un fossé. Alex, pourquoi envoyer ça à une mère, plutôt que de dire simplement « je détiens votre fils ». Mais là, vous mélangez tout. Franchement. Vous confondez tout. Pas du tout. C'est vous qui me sortez du jargon légal. Moi, je veux parler de ceux qui ont du sang sur les mains. Je ne suis pas venu parler de ça. Vraiment. Là, j'entends beaucoup d'accusations. Je ne vous accuse de rien. Si, des accusations à mon encontre. Bien. Certes, j'avais un rôle dans la gestion des détenus. J'étais aussi responsable de leur sort en détention. D'accord. J'avais un rôle dans le processus de négociation pour obtenir une rançon. D'accord. Mais pour le reste, que ce soit le kidnapping ou les crimes de Daesh, ce qu'on pourrait appeler, disons, l'exécution, ou plutôt... Vous cherchez un autre mot? Oui, un mot précis. Il y a un mot précis pour décrire le fait de trancher la gorge de James. Ça se dit comment en arabe? Là, vous devenez hostile. Oui, c'était un ami. Je m'excuse. Je crois que j'ai le droit d'être en colère. C'est possible? J'ai vu mon ami grimacer alors que le couteau s'enfonçait dans sa gorge. Je vois. J'ai le droit de réagir comme ça? Ça vous dérange? Moi, j'ai sorti le cadavre du fils de mon ami des décombres après un bombardement des Américains. Attendez. Vous comprenez ça? Oui, je vous écoute. Parce que si vous voulez jouer sur les sentiments, alors allons-y. Très bien, je conteste pas ça. Moi, je suis resté de 6 heures du matin jusqu'à minuit à fouiller dans les décombres. D'accord. Jusqu'à ce que je sorte le corps d'un bébé qui avait été tué par l'armée de l'air américaine. Et le frère de James, je vous écoute. Celui qui chouinait après la mort de son frère, travaille pour l'armée de l'air américaine. D'accord. Donc si vous voulez qu'on parle de sentiments, très bien. Pas de problème. Je ne conteste pas. Il faut voir les choses en face. C'est le but. Tant mieux. Ce qui me saoule, c'est que moi, je suis capable de voir la souffrance des autres. Mais je me demande si les gens en face se rendent compte qu'un de leurs propres enfants, qui fait partie de l'armée de l'air américaine, mène des frappes de drones qui détruisent des véhicules conduits par nos épouses. Je sais, les bombes au phosphore, Guantanamo Bay, Abu Ghraib, je connais, j'ai filmé la prison. J'ai été l'un des premiers là-bas. Je me demande si les gens prennent en compte la dimension humaine de tout ça. Alex, c'est très joli ce que vous dites. Je me pose la question, mais je ne dis rien. Je vous arrête. Je ne vous accuse pas. Mais, Alex... Je vous accuse pas. Franchement, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un type qui s'apitoie sur son putain de sort. Oui, toutes ces choses comme Guantanamo, vous avez raison, ce sont des crimes. Mais je veux vous poser les questions que Daniel voulait que je pose. Vous avez tenu ces otages responsables pour les actions de leur gouvernement. Comme El Shafi, vous dites, vous êtes responsable. Comme dans le message envoyé à la mère de Daniel, quand vous lui avez montré son fils dans une fosse avec un Maccabée, vous l'avez accusé, elle, d'être responsable des dessins publiés par un magazine danois. Non? J'ai vu l'email, mon pote. Que tu l'aies écrit toi-même ou pas? Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, c'est vrai. T'étais un simple agent de liaison. Bref, mais l'email dit « Vous êtes responsable » à une mère qui vient de regarder un pauvre type se faire exécuter. Vous la teniez pour responsable des actions de son gouvernement, bonnes ou mauvaises. Alors, Daniel voudrait que je te demande pourquoi tu n'acceptes pas tes responsabilités. Pas pour les actes de l'État islamique, ni ceux des moisis, mais pour les tiens. T'es contrarié, Sean, là? Oui, je suis contrarié. Pourquoi est-ce que tu es contrarié? Pourquoi?
Pourquoi je suis contrarié? Oui, pourquoi? Bon, on est une semaine avant sa libération, à un moment où sa libération est arrangée. Il faut juste que la rançon vous parvienne. Donc il sait qu'il va partir. Toi, t'es un simple agent de liaison. Lui, il attend dans sa cellule. Et là, Alex, tu entres avec une matraque et tu le frappes à la tête. Tu t'acharnes. Alex, c'est Daniel qui le raconte. Il s'est même dit, le prochain coup va me tuer. Tu t'en souviens? Désolé de te dire ça, mais... Vas-y, je t'écoute. Ça, c'est des conneries. Donc c'est faux. Je dis pas que c'est faux, mais... Attends, non. Il dit que tu l'as frappé à la tête. C'est faux? C'est certainement pas moi. Et ce n'est jamais arrivé devant moi. Jamais. Mais alors quoi? Daniel m'a menti? Ouais, s'il vous a dit ça, c'est un menteur. J'essaie de t'amener à montrer un peu d'humanité. C'est un peu trop tard. C'est pas le contexte adéquat. Tu peux encore le faire. Ça fait 5 ans. Je peux te poser une question? Ça fait 5 ans. Je peux te poser une question? Ça fait 5 ans que je repense à mon passage. Ok, je me tais. En Syrie. Mais dis-moi. Il va vraiment falloir que tu te tais si tu veux que je parle. Pardon, vas-y. Donc, comme je disais, j'ai eu 5 ans. Ouais, c'est ça. Dont 1 an et 7 mois passés en prison. Pour repenser à mon rôle. Ok. Et tous mes regrets et ma repentance, Ouais. au cas où il y aurait lieu de me repentir pour quoi que ce soit, Ouais. tout ça restera entre moi Ouais. et mon Créateur. Donne-moi 3 exemples de moments où tu as montré de la décence ou de la bienveillance envers les prisonniers dont tu avais la charge. C'est toi qui me dis. Ces gens étaient enfermés sous ta responsabilité. Donc, donne-moi 3 exemples où tu as eu un peu de compassion, où tu leur as donné des médicaments. À toi de me dire. 3 exemples. Je ne pense à rien. Un exemple? Rien du tout. Un seul exemple? Je ne pense à rien. Tu as vu ces otages. C'est peut-être pas toi qui les as frappés. Tu oses dire que tu es musulman. Moi, j'ai passé 20 ans avec des musulmans. Tu me prends pour un infidèle, mais toi, c'est quoi tes principes? Je sais pas. L'humanité, par exemple? Alex, franchement, tu m'aides pas du tout. Ben, je te propose d'aller bien te faire foutre. Ok. Si tu veux pas me parler... Je me tais si tu me donnes un exemple d'humanité. Bon, D'accord, ça y est. T'en as marre? Désolé, j'ai pas été sympa. ouais, je voudrais arrêter. C'est ça, allez. Tu vas te barrer? Parce que je vais te dire un truc. Tu étais présent lors des exécutions. Tu as filmé James Foley se faire trancher la gorge. C'est ça qui me fait chier avec toi, mon pote. On arrête. Tu faisais quoi, connard? Va te faire foutre, fils de pute. Fils de pute? Ouais, c'est ça, ouais. T'es toujours là, Alex? Je suis désolé, j'aurais pas dû m'emporter. Alex, tu m'entends? Va te faire foutre. Je suis désolé. Tu sais quoi? Va crever. Va crever? Ouais, ok, c'est toujours sympa de croiser un londonien.